Bonsoir à vous tous et à vous toutes, bienvenue dans votre émission Transparence. Nous sommes encore une fois ensemble pour parler de choses qui nous concernent, de tout ce qui concerne Haïti. On va essayer de parler de tout cela en toute transparence, bien sûr, puisque l'émission s'appelle Transparence. Notre invité du jour s'appelle Evans Nicolas. Evans, bonsoir. Bonsoir Pradel et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs d'H-Live et les internautes qui vont regarder l'émission. Très bien. Donc nous allons évidemment, comme à l'accoutumée, faire une petite présentation de notre invité. Le sujet de la soirée, c'est comment Haïti peut-elle répondre aux besoins professionnels de sa jeune population. Donc les jeunes qui veulent apprendre un métier, par exemple, comment faire pour les gérer. Donc on va essayer de parler de tout cela ce soir. Mais auparavant, justement, j'ai envie de parler de Evans Nicolas, notre invité, parce que c'est un monsieur à connaître. Je sais que vous êtes nombreux à le connaître, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, une petite présentation s'impose. Evans Nicolas est né à Port-au-Prince, au milieu des années 80, de parents originaires des Gonaïves et des Côtes-de-Fer. Des Côtes-de-Fer, ouais. Gonaïves, pays Yuri la Tortue, Côtes-de-Fer, pays Michel Martelly. Okay. Formé aux écoles du pays, notamment les collèges Les Frères No et Canado, et la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Evans Nicolas est devenu ingénieur en génie électronique en 2007. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Parfait. Promotion 2002-2007. Très bien. En France, il obtient un Master 2 en réseau et télécommunications à l'Université Aix-Marseille 2. Oui. Parfait. Evans Nicolas a travaillé en Haïti en tant qu'ingénieur réseau. En France, il est consultant en réseau et télécom. Donc, il est resté à peu près dans le même domaine. Evans Nicolas est un acteur important du monde associatif. Il fut en effet membre du conseil de direction de AGROD, on en parlera tout à l'heure, membre du conseil de direction du groupe Delta, on en parlera également tout à l'heure, membre de l'association ANI, Association Nouvelle Image d'Haïti en France, et président de l'association EVO et directeur du projet Haïti Je Connais. Evans Nicolas peut être, à ses heures de détente, un sportif, un gourmet et un lecteur. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour compléter cette petite présentation? Bon, c'est un passionné d'Haïti, même s'il vit à l'étranger. Un passionné d'Haïti, même s'il vit à l'étranger. Ouais. Donc Haïti est dans ton cœur. Ah bah tous les jours. J'arrive pas à l'enlever. Parfait. Ce qu'on va faire, on va commencer à discuter. J'avais envie de faire une petite pause, mais j'ai envie de commencer avec une question importante, une question qui tombe directement dans notre sujet. Haïti se donne-t-elle les moyens pédagogiques nécessaires pour répondre aux aspirations professionnelles de ces jeunes, de sa jeune population? Est-ce que Haïti se donne vraiment les moyens pour répondre à ses besoins? Après, quand on pense à l'éducation en Haïti plus globalement, avant d'arriver effectivement sur l'aspect professionnel en elle-même, je pense qu'il faut qu'on regarde déjà à la base, la partie éducation de base primaire et secondaire quand on est en Haïti. Donc là, je me dis, quand on a une population où 80% de l'éducation est privée, et on connaît qu'il y a finalement un classement, même dans le privé, il y a un classement. Et aussi, on sait que la partie qui est restée pour la population en elle-même, qui n'a pas les moyens, est très minime. C'est les lycées qui constituent autour de 20%. Je pense que les lycées et les écoles publiques qui constituent 20%. Et malheureusement, on voit les faiblesses qu'il y a au niveau du manque des professeurs. C'est un peu le sujet du moment. On voit que les écoliers sont dans les rues pour plusieurs raisons. Hein. Donc peut-être que pour des raisons légitimes aussi, que les professeurs n'aient pas les moyens qu'il faut, ou ce qu'on leur a promis pour pouvoir assurer leur vie quotidienne. Ils sont obligés de faire autre chose parfois. C'est clair. Et parfois, quand on entend à la radio, ça fait 12 mois qu'un professeur n'a pas touché, on se pose la question. On se demande comment ils font. On se pose la question, c'est quoi les priorités des gouvernements actuels et du fameux ministère de l'Éducation. Donc c'est très difficile. Mais après, je pense que derrière tout ça, il y a quand même des personnalités, des personnes qui s'engagent pour le travail de l'éducation en Haïti. Mais je pense que c'est à l'image du pays, l'éducation pâtit comme tous les domaines. Mais je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Après, peut-être au cours de l'entretien, je dirai pourquoi il y a de l'espoir. Parce que moi, je suis un produit aussi du système éducatif haïtien. Même si j'ai fait une partie dans le privé, mais j'ai été aussi dans le public à l'Université d'État d'Haïti. Et je pense qu'il y a de l'espoir. Mais moi, je me dis, est-ce qu'on s'est donné les moyens? La réponse, c'est non. Mais je me dis, il y a toujours des possibilités. Et pour celui ou celle qui a de la volonté d'avancer. Oui, toi qui as fait des études classiques, universitaires en Haïti et qui a même eu une expérience professionnelle en Haïti, que penses-tu de l'exode des jeunes, ceux qui fuient le pays pour essayer d'aller chercher
et la vie ailleurs pour essayer d'aller faire des études ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de cet exode? Je pense que l'envie, ou du moins l'idée d'aller faire des études ailleurs ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que dès au début du 19e siècle, les gens qui avaient les moyens envoyaient leurs enfants étudier principalement en France. On a pas mal de nos écrivains, des historiens qu'on a connus qui ont fait des études en France, mais qui sont retournés au pays. Ouais, ils ne l'ont pas fait par besoin. Ils n'ont pas fait par besoin de quitter le pays. Donc c'était dans un cheminement d'aller enrichir leurs connaissances, d'avoir plus de diplômes et pouvoir servir leur pays. Je pense que maintenant, dans la situation actuelle et un peu plus récemment, donc la situation a un peu évolué, quand j'ai évolué, mais un peu dégradé aussi, je peux dire, en Haïti. C'est-à-dire les conditions d'un retour se présentent de plus en plus difficilement. C'est-à-dire une fois qu'on a eu l'expérience à l'étranger, et qu'on regarde aussi les gens, peut-être il y a un aspect que c'est très difficile à expliquer, mais quand on est à l'extérieur du pays, c'est comme si on a plus encore peur du pays. Alors que je ne sais pas, moi, par exemple, quand je voyage en Haïti, toutes les peurs que j'aurais pu avoir s'arrêtent à l'aéroport. Donc, une fois que je suis en Haïti, tout est effacé. Mais en étant à l'étranger, quand on regarde la situation du pays, soit l'insécurité et tous les autres problèmes, ça ne donne pas envie. Donc, juste pour revenir à la question de l'exode, donc c'est un vrai problème que connaît le pays quand on voit que la plupart des gens, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense 75% des gens qui ont un diplôme universitaire sont à l'extérieur du pays. Donc, on comprend mal le développement du pays qui va se faire sans ces personnalités-là. Après, c'est maintenant l'alchimie à trouver, peut-être avec les opportunités qu'on a, avec les nouvelles technologies aussi, on pourra en parler tout à l'heure, comment on peut quand même contribuer, même en dehors du pays. Mais après, c'est un mal, c'est un problème, parce que sans tête pensante, sans personnalité, je peux dire avec un minimum de connaissances, ce sera difficile de penser au développement du pays. Maintenant, le challenge, c'est de voir comment, de l'extérieur étant si possible, d'apporter sa contribution à l'édifice. Alors, dans ta présentation, j'ai parlé de Ajrod. Ajrod, c'est une association, c'est l'association des jeunes de la rue Oswald Durand pour le développement et l'environnement. Est-ce que tu peux nous parler de cette association? C'est quoi cette association? En tout cas, c'était quoi? Bon, je peux dire que c'est l'association de ma jeunesse. À l'époque, j'étais au secondaire. Donc, c'est l'association des jeunes du quartier de la rue Oswald Durand. Pour les gens qui connaissent un peu Port-au-Prince, c'est entre la rue du Centre et rue de l'Enterrement. C'est-à-dire, c'est juste plus bas du stade Silvio Cator. Donc c'était là mon quartier, c'est là que j'ai habité pendant plusieurs années. Et donc c'était un regroupement de jeunes, de quelques personnalités plus âgées. À quelques pas du Palais National, du Champ Pas trop loin, ouais. À pied, je dirais une trentaine de minutes à pied, on y est, au Palais National. Et donc l'idée, c'était vraiment de contribuer. À l'époque, on était très axé sur la propreté. Il y avait même parfois des concours de propreté de quartier, donc les gens, donc c'était la cotisation pour acheter des balais, des bourrettes pour donner aux gens, et puis le week-end parfois on faisait des séances de nettoyage, tout ça. Donc c'était déjà une initiation, une façon de protéger l'environnement. De protéger l'environnement et aussi de donner du sens à la vie aussi. Parce qu'à côté de l'école qu'il y a, mais il y a toujours l'aspect communautaire. On vit dans un endroit et c'était une façon pour moi de contribuer, et je pense que c'est depuis ce temps-là aussi que j'ai pris goût à la vie associative, et je pense que c'est un milieu aussi où on peut apprendre beaucoup, parce que déjà c'est dans un environnement où déjà on doit décider, on doit faire des choix, on a des amis, on a des gens qui ne sont pas d'accord, mais je pense que c'est avec ça qu'on évolue, et je pense que c'est une expérience qui m'a été très utile pour la suite, je peux dire, de ma carrière associative. Oui, cette carrière qui a continué à l'université, puisqu'il y a le groupe Delta. Oui, voilà, à l'université aussi, je n'ai pas arrêté, donc c'est à l'initiative, j'espère que s'il regarde l'émission, c'est le professeur Edgar Etienne, qui était à la base de cette association. C'est le groupe Delta qui avait pour objectif de promouvoir la science envers les élèves. Nous, on était à l'université, donc c'était une façon pour nous de mettre à profit nos connaissances au profit des élèves du secondaire. Et juste, peut-être des gens aussi ne sont pas au courant, mais à un moment donné, on avait réalisé un concours de quiz, mais sur des questions scientifiques opposant plusieurs écoles de la capitale, qui étaient même passées sur les ondes, à la radio nationale et à la télévision nationale d'Haïti aussi. Télé nationale. Ouais, c'était autour de 2003, avant les problèmes de 2004, un truc comme ça. Donc c'était autour de ces années-là. Mais pareil, c'était une expérience assez formidable où
toujours la vie de groupe, prendre des décisions ensemble, savoir faire des concessions et avancer et à côté des études universitaires qui étaient très challenging et trouver du temps pour faire ça, mais c'était très bien. Je pense que tout le groupe qui a participé à cette association-là, je pense que chacun a pu tirer profit et utiliser cette expérience. C'est dommage, je pense qu'il n'y a pas eu assez de promotion derrière ce genre d'activité parce que justement ça aurait pu susciter de l'intérêt chez beaucoup de gens. Nous, la petite expérience qu'on a eue, on a fait, je pense que si je me trompe pas, on a fait 2 éditions de ce challenge-là. Et je pense que le taux d'étudiants, d'élèves qui se sont plus encore intéressés à s'inscrire à la faculté s'est augmenté aussi. Parce que les gens, ils ont découvert l'environnement universitaire parce qu'on faisait les concours à l'auditorium de l'université et ça leur permettait d'échanger déjà avec des étudiants qui étaient genre en dernière année. Donc ça a un peu suscité des vocations. C'était aussi ça l'objectif derrière. Mais après 2004, tout ça, les problèmes qu'il y a eu, donc malheureusement pour beaucoup de choses dans le pays qui étaient positifs, il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées à cause des problèmes politiques qu'on n'a pas. Ouais, c'est dommage. Je vous rappelle que vous êtes dans votre émission Transparence, qui est une émission supportée par la revue Boyo Magazine, par l'émission Boulevard du Compas sur Espace FM et également par l'artiste Wilson Amos. Et nous avons également le support, de H-Live, nous avons le support du restaurant Aux Ananas qui se trouve au Bourget. Nous avons comme invité ce soir notre ami Evans Nicolas qui est un associatif, un acteur associatif patenté, comme diraient certains en Haïti. Et tu as parlé justement de HROD, l'association des jeunes de la rue Oswald Durand et pour le développement et l'environnement. On a parlé du groupe Delta, qui est une association de professeurs et d'étudiants de la faculté des sciences ayant pour objectif la promotion des sciences auprès des élèves du secondaire. Arrivé en France, tu n'as pas arrêté. Déjà, avant de parler du monde associatif en France, toi qui avais une situation professionnelle en Haïti, pourquoi as-tu décidé de quitter Haïti ? Je pense que l'homme veut toujours évoluer. Donc, c'était surtout un constat dans le milieu où j'étais, où je voyais les gens qui avaient des diplômes étrangers étaient plus valorisés. C'est-à-dire dans un sens que... Donc, on va chercher diplôme pas. On va chercher pas tout. Après, je me rappelle mon président, le PDG de ma boîte, il avait étudié en France, il avait fait, je crois, l'école des mines, tout ça, donc il nous parlait tout le temps de ses études en France. Après, c'est des choses qui ont suscité l'envie chez moi. Après, il y avait aussi l'envie de poursuivre mes études, d'aller un peu plus loin par rapport à mes études en génie électronique, d'aller un peu plus loin et de parfaire mes connaissances dans le milieu. Je rappelle que tu étais déjà ingénieur en Haïti. Oui, ingénieur en réseau, en électronique. En génie électronique. Et donc là, c'était plus pour poursuivre un peu plus dans le milieu des réseaux informatiques. Et donc, c'est une opportunité que j'avais trouvée. Mais l'idée, c'est ça, c'était dans l'idée d'évoluer. Mais je peux aussi avouer que l'idée initiale n'était pas de rester. C'est-à-dire, l'idée, c'était vraiment de pouvoir y aller parce que le challenge que j'avais, c'est-à-dire, je me dis, quand je reviendrai en Haïti, je pourrais me targuer, c'est-à-dire, bon, le meilleur salaire qu'il y aura, la meilleure boîte qu'il y aura, les meilleures positions, c'était plutôt ça aussi derrière. C'était initialement, c'était en quelle année quand tu es arrivé? En 2009. 2009. Ouais, donc l'idée derrière, c'était ça aussi. Donc, initialement, c'était ça. L'idée, c'était de pouvoir se préparer pour un meilleur positionnement en Haïti. Et quand tu es arrivé en France, tu es tombé dans le monde associatif encore? Oui, à mon arrivée en France, donc je salue Anne-Louise Mesadieu, qui c'était l'une des premières personnes que j'avais rencontrées à mon arrivée à Paris. Avant, j'ai étudié 2 ans à Marseille. Donc, j'ai été accueilli dans le monde associatif aussi à Marseille par le docteur Jonas Jolivert. Ok. Et donc, mais arrivé à Paris en 2011, parce que après mes études de 2009 à 2011, après je suis entré sur Paris pour une expérience professionnelle. Et donc là, Anne-Louise Mesadieu m'a présenté Étienne Gabi Étienne Jean, voilà. Et donc, qui était président de l'association Annie à l'époque. Et donc, le coin est passé. Annie, c'est l'association Nouvelle Image d'Haïti. Et donc, j'avais bien apprécié ce qu'il faisait. Et donc, naturellement, j'ai intégré l'association et je pense que j'ai contribué pendant 3 ans, 2 ans et demi. Mais c'est à partir de cette association que tu as lancé Haïti Je Connais ou en fait, à partir de cette association-là, effectivement, on a lancé le quiz
entre équipes Haïti Je Connais. C'est-à-dire, il y avait les premières éditions d'Haïti Je Connais, c'était en 2013. C'était les quiz entre équipes, c'est-à-dire il y avait une équipe, mais c'était divers horizons. On avait des gens de tous les milieux qui constituaient les équipes et puis qui ont participé et qui ont fait le succès aussi des premières éditions de Haïti Je Connais en mode équipe, où on a fait les premières éditions, c'était dans le resto à Saint-Denis, je me rappelle pas le nom, c'est Saveur Créole, un truc comme ça, c'est un resto qui est à côté de la gare. Okay. Donc on avait démarré et donc on a fait 2 éditions comme ça avec l'association Annie en termes de groupe, avec des équipes. On a eu 2 éditions qui s'est bien passé. Et puis après, pour d'autres raisons, la collaboration n'a pas pu continuer avec l'association Annie, mais j'avais une idée de créer une application pour faire vivre l'idée derrière avec d'autres amis, d'anciens collègues de la faculté des sciences, d'anciens camarades de classe. Et on a créé l'application maintenant Haïti Je Connais. Et il fallait un support pour tout ça. Il fallait un support pour tout ça. Evo. Et puis effectivement, initialement, j'avoue que c'est plus Haïti. C'est pour ça que je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent l'association Evo. Les gens connaissent plus le Haïti Je Connais en tant que jeu, en tant qu'application. Mais derrière, effectivement, pour supporter et tout ça, et aussi pour répondre à un besoin, je pense que c'est une envie que j'avais aussi, d'avoir une structure qui soit beaucoup orientée sur l'éducation et sur le soutien à la formation universitaire en Haïti. C'est quelque chose qui m'est très cher parce que je connais, pour avoir vécu dans le système, pour avoir étudié dans le système universitaire, je connais les lacunes et on s'est mis d'accord avec des anciens étudiants, la plupart des membres fondateurs de l'association Evo. On a dit l'un des axes de focus de l'association Evo serait un soutien à la formation universitaire et d'où, à côté de Haïti Je Connais, on a un projet qui s'appelle Stage Haïti, qui rentre directement dans cette lignée-là, qui a pour objectif de donner des stages à des étudiants haïtiens. On a déjà fait une édition et on espère en faire d'autres et aussi accueillir plus d'étudiants dans ce programme-là. Alors toi qui es en contact justement avec des étudiants en Haïti, des professeurs également, estimes-tu que le niveau académique et même universitaire en Haïti a progressé ou régressé depuis ton époque? C'est difficile de juger. Moi, je pense que ça dépend aussi des établissements. Moi, je peux parler de l'établissement que je connais, qui est la faculté des sciences, et que je peux dire bizarrement, parfois, on a toujours tendance à sous-estimer Haïti, ce qui se fait. Ouais, souvent, les gens ont tendance à mais Pradel, je te confie, toutes les personnes, tous les amis que j'ai, qui ont fait la faculté des sciences avec moi, et qui ont soit voyagé pour continuer leurs études ou du moins s'implémenter ailleurs pour des expériences professionnelles, ça a été des réussites. Et c'est pas pour nous vanter, mais je pense que pour la plupart d'entre nous, ça a été une lettre à la poste de faire un master ici ou un master aux États-Unis. Les gens, ils ont réussi brillamment leurs études. C'est juste pour dire que je pense qu'il y a quand même quelques établissements en Haïti. Après, je ne peux pas parler au nom de toutes les institutions, mais je peux dire que la faculté des sciences offre une bonne base. Après, elle reste sûrement perfectible. Il y a pas mal de programmes à mettre à jour. Il y a pas mal de collaborations à trouver avec d'autres universités pour aligner les contenus par rapport à ce qui se fait dans le monde actuellement. Mais je pense qu'il y avait du niveau et je pense qu'effectivement, donc, il y a une bonne base pour progresser. Tout à fait. Et la question que j'ai envie de te poser avant de faire une pause, c'est par rapport au développement d'Haïti. Tout le monde parle du développement d'Haïti et on doit faire ci, on doit faire ça pour que le pays soit développé. On est dans un processus de développement. Il y a des gens qui disent non, on n'est pas encore à ce niveau-là. À ton avis, quels sont les secteurs qu'il faudrait privilégier pour démarrer le processus de développement? Moi, je pense qu'il ne faut pas que la première chose, il ne faut pas que les gens... Avant, c'est-à-dire, si ce n'était pas les 4-5 derniers mois, je n'aurais pas parlé comme ça. Mais je pense qu'il y a une priorité actuellement, c'est la sécurité. C'est-à-dire, on n'a pas à avoir peur de rentrer en Haïti. Et je pense que c'est ce qui traverse pas mal de gens de la diaspora déjà. Et même les gens qui y sont veulent partir en bonne... Parfois, les gens, ce n'est pas avec la sécurité, ils y restaient, mais bon... Il s'accommodait un peu. Mais là, quand on voit que sa vie est en danger, quand on dit en danger, c'est pas parce qu'on peut pas manger, mais c'est parce que quelqu'un peut te tuer. Peut arriver à n'importe quel moment et on a double raison de prier le matin. Et donc, c'est difficile. Moi, je dirais que l'une des priorités, c'est la sécurité. Pourquoi? Parce que c'est ce qui peut, déjà, même avec les autres difficultés qu'il y a,
permettre des gens d'aller essayer déjà. C'est-à-dire des gens qui sont là, bon, on peut se dire, bon, on va essayer quelque chose, on va essayer de faire un projet, on va essayer de créer une petite entreprise, on va essayer de créer un atelier de production, des trucs comme ça. Mais pour ça, il faut déjà avoir l'opportunité, ou du moins ne pas avoir peur de rentrer dans le pays. Pouvoir se déplacer. Donc pour moi, il faut pouvoir se déplacer. Il y a la sécurité. Après, deuxièmement, pour moi, mon dada, c'est l'éducation. C'est l'éducation, c'est la formation, c'est les gens. Comme dirait un ancien président, c'est investir dans l'humain. Qui c'est qui avait dit ça? C'était Aristide? C'était Aristide. Je pense qu'il avait un livre sur ça. Je l'ai pas lu, mais peut-être que je lirai un jour. Mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment investir dans l'humain, parce que c'est pas quand quelqu'un a la santé dans un pays, quand on va dans les pays développés, on veut que les gens aient la santé. C'est pas parce qu'on aime les gens. Hein. C'est juste parce que c'est des acteurs économiques, c'est grâce à ces gens-là que le pays fonctionne. La santé économique du pays, c'est pas parce que les gens aiment les citoyens qui font ça, c'est juste parce que c'est indispensable. Il faut que les gens soient éduqués, il faut que les gens soient en bonne santé. Donc pour moi, c'est ça, c'est la sécurité d'abord, l'éducation, et puis il faut que les gens soient en bonne santé. Tout à fait. Nous allons marquer une petite pause. On revient juste dans quelques instants. Vous êtes, je vous le rappelle, dans votre émission Transparence, une émission qui est supportée par la revue Boyo Magazine, par l'émission Boulevard du Compas, par l'artiste Wilson Amos et également avec le support pour H-Live de Ozanana Restaurant. Restez avec nous, on revient dans un instant. Notre invité s'appelle Evans Nicolas. On ne bouge pas, on revient tout de suite. Oui, mais li papa. Gi moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gi l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce qu'il est capable bay lumière 24/24 vrai. Qu'on y a, pas fin di m'ke tri te ka bay courant ni pour faire m'songer nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Qu'on y a, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous couper blackout avec chalet net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, un inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et un régulateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation gratis, ti chéri, depuis pas dépassé 60 km. Et puis, toute bagaille ça yo, pour un petit crasse l'argent. 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais bon caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir pour caravane lumière par nous, relais Konya dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous, en avance avec. Lumière maman, lumière pas bêche là qui joue. Bien, nous revenons sur le plateau de votre émission Transparence avec notre invité du jour, Evans Nicolas. Je vous rappelle que le sujet, c'est comment Haïti peut-elle répondre aux besoins professionnels de sa jeune population, parce que vous le savez, nous avons une population très très jeune en Haïti. On parle de 60 à 70% de gens qui ont moins de 30 ans. Donc ça fait quand même une population très très jeune. Très jeune, ouais. Et tu es au courant que la population haïtienne est très jeune. Ah oui, c'est une qualité que ça devrait être une qualité ça pour nous. Ça devrait être mais un atout en tout cas. Le plus sera une jeunesse formée. Il faut absolument la former, cette jeunesse, tout à fait. Et pour l'instant, c'est pas forcément ce qui est en train d'être fait. Ouais, c'est les lacunes du système. Je peux dire que après, on a un problème aussi culturellement aussi quand on voit que je me rappelle toujours que les métiers typiques de l'haïtien, c'est ingénieur, agronome, médecin, avocat. Donc si tu fais pas ça, c'est comme si tu as raté ta vie. Après, la société aussi. Je ne sais pas si ça a évolué depuis. Ça fait quelques temps que j'ai... Justement, j'ai une question là-dessus à te poser. Ouais. Dans un souci de développement rapide du pays, vers quelles études devrait-on orienter les élèves haïtiens du secondaire? Après, ça dépend beaucoup du marché du travail local, je peux dire. C'est-à-dire qu'il y a en Haïti, par exemple, on voit ici... principalement, je parle pour la France, que je connais un peu le milieu du travail. Je suis dans l'informatique. Je sais qu'il y a un grand besoin de professionnels en informatique. Et je dirais que même en Haïti, je pense qu'il y a ce besoin-là parce qu'il y a toute une administration publique à numériser. Quand on parle du digital, malheureusement, on ne peut pas s'en passer. Et donc, pour moi, je dirais les secteurs porteurs avec la vision que j'ai, ou ce que je regarde d'Haïti maintenant, on doit avoir des professionnels, on peut avoir des professionnels dans le milieu de l'informatique, des professionnels dans l'agriculture, parce que jusqu'à présent, je pense qu'il y a je ne me rappelle pas de quel manuel, mais qui nous dit, c'est, je pense, le petit livre de géographie d'Haïti qui nous dit Haïti est un pays essentiellement agricole. Et jusqu'à présent, je pense qu'on étudie. Voilà, et je pense qu'il n'y a pas que devenir agronome qui peut être une option. Il y a pas mal de métiers qui sont liés à l'agriculture, qui pourraient être connexes. Déjà, il y a un travail de valoriser ces métiers-là. Le problème qu'il y a en Haïti,
c'est parce qu'une fois qu'on n'a pas, entre guillemets, les métiers tagués et standards qu'on a en Haïti, c'est soit dévalorisé, soit mal payé. Donc, ça n'incite pas les gens à aller les faire non plus. Donc, du coup, je pense qu'il y a des filières comme ça, tout ce qui est nouvelles technologies, qui peuvent être des relais de croissance pour nous, des métiers liés à l'agriculture qui peuvent être aussi des relais de croissance pour la paysannerie. Quand on dit la paysannerie, c'est pas forcément le paysan qui laboure la terre, mais maintenant, c'est l'ensemble du pays. Ouais, voilà, je regardais dernièrement en Chine comment des gens avec le coronavirus, des paysans, qui maintenant vendent leurs produits sur Internet et qui quadruplent leur chiffre d'affaires grâce à ça. Donc t'imagines, on met l'informatique au service de l'agriculture. Au service de l'agriculture. Donc c'est tout ça pour montrer qu'il y a pas mal d'alchimie qui peuvent se créer. Et aussi, on a aussi les mentalités qui doivent évoluer pour faire comprendre aux gens, c'est-à-dire travailler dans l'agriculture, c'est pas que la dernière personne qui est en bout de chaîne. Et je pense que ça tend aussi à disparaître. Je pense qu'il y a très peu de pays ou du moins très peu de cultures qui nécessitent dans les pays développés une culture manuelle avec des gens qui doivent faire des cueillettes, mais la plupart du temps c'est des machines qui font les cueillettes maintenant. Donc c'est-à-dire que les gens ils font d'autres métiers avec plus de valeur ajoutée. Et je pense que c'est tous ces métiers-là. Parce que quand une machine tombe en panne, il faut quelqu'un pour la réparer. Il faut quelqu'un pour la réparer. Donc il y a toute une administration pour mettre en place pour la vente des produits. Donc je pense que c'est un vrai secteur à prendre en considération et peut-être à orienter les jeunes vers les métiers de ce type-là. Mais comme je dis, c'est pas que devenir agronome. Il y a d'autres personnes. Toute personne peut-être n'a pas forcément les capacités de devenir agronome, mais avec les capacités que là, on peut être technicien agricole dans d'autres domaines. Je ne sais pas, il doit y avoir des métiers qui sont liés aux semences, des métiers qui sont liés à, je sais pas, pour la canalisation dans les plantations. Je pense qu'il y a pas mal de métiers qui existent. Et je pense que malheureusement, c'est en arrivant en France que je découvre qu'il y a tellement de métiers que je pensais même pas que ça existait comme normal, domaine. Ouais. Et donc, juste pour résumer, pour moi, ce qui me vient en tête maintenant, c'est l'informatique et des métiers autour de l'agriculture qui peuvent être des éléments clés. Et puis, notamment, tout ce qui est lié à l'éducation. Il faut qu'on ait des professeurs de qualité. Alors, tu es un professionnel haïtien, je le dis en toute transparence. Tu as fait des études en Haïti, tu as fait des études en France, tu es venu en France pour faire des études pour pouvoir retourner en Haïti. Bon, pour l'instant, tu n'es pas retourné, ça fait quelques années. Peut-être que tu vas y retourner. Quand je dis tu n'es pas retourné pour y vivre. Et je pense que c'est toujours quelque part dans ta tête. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est, on te donne un poste. Moi, je te donne un poste, je te mets ministre de l'Éducation en Haïti tout de suite. Quelles actions urgentes ce ministère pourrait prendre pour relever ce pays de la situation dans laquelle il se trouve? Après, tout dépend, parce que toute action, je peux pas dire malheureusement, mais toute action dépend d'un budget qui est à disposition. Déjà, il faudrait se poser la question, c'est quoi le budget à allouer à l'éducation nationale en Haïti? Parce qu'on peut avoir toutes les bonnes volontés du monde, mais si on n'a pas les moyens pour y arriver, ce sera difficile de les implémenter. Alors, mais supposons qu'il y a le budget. Est-ce qu'il faut, avant que tu répondes, est-ce qu'il faut le budget ou bien est-ce qu'il faut un projet? Je pense que dans l'état où on se trouve, il faut un projet. Ensuite, on bâtit un budget par rapport à ce projet et ensuite, on mettra un budget pour l'adapter aux besoins. Je ne suis pas sûr à 100%, Pradel. Mais je pourrais dire à 90%, je pense qu'il y a pas mal de projets valables, au moins dans les tiroirs du ministère de l'Éducation nationale. Je le pense aussi. Ouais, voilà. J'ai des amis qui ont travaillé dans le ministère de l'Éducation nationale. Il y a des programmes. Après, il faut rappeler aussi que dans la Constitution en elle-même, c'est un programme. L'éducation est gratuite pour tous. C'est écrit dans la Constitution. Mais on a 80 à 90% des écoles qui sont des écoles privées. Et tout le monde n'a pas. C'est-à-dire, quand il y a un enfant dans les rues, je ne sais pas, dans les heures où il devrait être à l'école, l'État devrait s'en charger. Oui. Comment ça se fait? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi le problème? T'es malade? Où sont tes parents? C'est-à-dire, déjà, pour moi, ça, c'est un programme. C'est-à-dire, on demande qu'est-ce qu'il faudrait comme programme. Pour moi, ça, c'est déjà, si on arrive déjà à assurer l'éducation, comme le préconise la Constitution, ce serait déjà, un pas très positif dans le bon sens. Donc, il y a déjà là une possibilité pour le monde associatif, pour s'occuper de ces enfants qui... Comment ça se fait qu'ils ne soient pas à l'école? Après, même, je dis aussi, même pour vu que tu fais le lien avec le milieu associatif, l'idée, ce n'est pas forcément de
de bypasser l'éducation nationale, parce que je pense que l'erreur qu'on fait quand on est à l'étranger, on pense toujours qu'on peut y aller, on fait une micro-action. Après, parfois, ça y est, le problème est résolu. Parfois, c'est plus pour sa conscience qu'on le fait, ou du moins pour sa satisfaction. Mais l'idée, c'est, après, malheureusement, il y a des gens, je pense, qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est l'éducation nationale qui est en charge de l'éducation. À condition que tu aies un vrai ministre de l'éducation. De l'éducation. Donc là, il y a une volonté, qui a une capacité. Je me pose toujours la question. J'imagine que les gens qui ont eu les postes, c'est pas qu'ils n'ont pas les capacités, mais je pense que le vrai problème derrière, c'est toujours le problème de vision, le problème de moyens, et puis le problème d'ambition aussi. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut juste passer dans le ministère pour s'assurer je fus ministre, et puis bon, peut-être pour s'assurer une retraite aussi. C'est pour remplir le CV ou bien la carte de visite. C'est pour ça. Donc après derrière, je pense que les documents sont là. Mais après, c'est un tout. C'est-à-dire, on ne peut pas faire d'éducation. Et quand on voit qu'un professeur ne gagne pas même pas $100 US le mois en Haïti, on se pose des questions. Comment on peut parler d'éducation? C'est pour ça, initialement, j'ai parlé du budget. C'est ce qui m'est arrivé en tête. Je me dis, on peut pas donner la plupart de parfois, ces professeurs-là, ils vont dans le privé pour gagner un peu plus. Ouais. Et maintenant, ça fait que maintenant, on a les élèves du lycée qui sont dans les rues. Et puis même dans les privés, il y a des catégories aussi. Donc, il y a privé en bas, il y a privé en haut. Il y a middle class. Il y a privé, up, tout ça. Donc, alors, on revient à la question. Ouais. On va dire que je suis le big boss. Okay. Je suis le président. Oh là là. Président Saint-Fleur. OK. Je te nomme, tu vois, j'ai pas besoin de Premier ministre. Je te nomme directement ministre de l'Éducation. OK. Tu as le budget qu'il faut. OK. Quelles sont les actions urgentes que tu prends dans la situation actuelle d'Haïti? Dans la situation actuelle, je dirais, il faut s'assurer déjà que l'éducation est accessible partout. Quand je dis accessible, c'est-à-dire qu'il y a les écoles là où il faut. Je ne sais pas si c'est au niveau communal ou au niveau, je ne sais pas si on peut descendre des sections. C'est-à-dire de s'assurer que l'enfant peut aller à l'école. C'est-à-dire qu'il y a les infrastructures qu'il faut. Mais l'école est gratuite et obligatoire jusqu'à quel âge? Si je me trompe pas, c'est l'école primaire qui est obligatoire et gratuite. L'école primaire, après à vérifier. J'espère qu'il y a des experts là qui pourront nous dire après rectifier le tir si jamais j'ai pas raison. Et s'ils sont intéressés, ils peuvent me contacter. Oui, voilà. Ils passent dans transparence sans problème. Voilà, pour donner plus de précision. Tout à fait. Mais je pense que c'est l'éducation primaire qui est gratuite et obligatoire pour tout le monde. Très bien. Mais je dirais donc la première action, c'est déjà de s'assurer de faire un inventaire des écoles qu'il y a et de s'assurer que l'école couvre l'ensemble du territoire. Et je peux dire un deuxième point maintenant, il faut s'assurer que les enfants aillent à l'école. Après, il faut pas aussi oublier que parfois dans certaines régions, après, ça dépend aussi du niveau des gens. Il y a des gens qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, pas parce que, je peux pas dire, c'est pas parce qu'il y en a pas, mais parfois c'est pas la priorité. Je pense que ce cas est très faible, mais il faut quand même le toucher. Des gens qui pensent que le travail à la maison, il faut aider les parents, tout ça. Et pour parfois, je pense que c'est il y a un travail de conscientisation également. De conscientisation et d'importance aussi de l'école. Après, je pense que c'est une minorité parce que je pense que les mentalités ont évolué. Les parents comprennent bien, même si elles n'ont pas eu accès à l'éducation, que leurs enfants doivent y aller. Donc, je pense que le problème de l'infrastructure, de s'assurer que tous les élèves peuvent aller à l'école. Et puis, je pense que le pilier, c'est aussi les professeurs. Moi, je pense que le métier de professeur doit être un métier noble. Moi, je pense il faut le valoriser. Moi, je pense qu'il y a un métier, les gens qui doivent avoir les meilleurs salaires, ça doit être des professeurs. C'est eux. L'avenir du pays dépend d'eux. C'est-à-dire, quand le mec, il est dans une salle de classe, il sait pas ce qu'il dit, ou du moins, je ne sais pas si c'est des blagues, mais parfois, j'écoute qu'il y a des professeurs de terminale qui n'ont pas fait le terminal, donc ils sont professeurs. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder en face et se dire, si on ne met pas les moyens, il faut pas se leurrer, on ne va pas avoir de résultats. Tu vas pas trouver les professionnels. Les professionnels qu'il faut. Donc, pour moi, je pense que c'est la troisième grande action, je peux dire, c'est valorisation du salaire et c'est pas que le salaire, mais aussi de s'assurer que les gens sont des professeurs. Parce que professeur, c'est pas parce que tu as été à l'école, t'as eu ton bac que tu peux être professeur. C'est un métier comme on peut être médecin. Il faut l'apprendre. Sinon, les instituteurs n'auraient pas fait d'études. C'est pas parce que je sais résoudre des problèmes de mathématiques ou de physique que je peux l'expliquer à quelqu'un. Je peux le faire peut-être pour moi, mais l'expliquer, il y a de la pédagogie. Et je pense qu'il y a plein de matières. Quand on fait les études pour devenir prof, quand on va à l'école normale, on vous apprend plein de choses.
chose. Donc, mais le problème, malheureusement, en Haïti, il n'y a pas une bonne partie des professeurs. Je pense, on peut voir, c'est juste quelqu'un qui a eu son bac ou il a étudié quelque chose, pas forcément normalien, mais pas forcément pour le transmettre. Pas forcément pour le transmettre. Voilà, forcément. la transmission, je pense que c'est des choses qu'on apprend. On n'est pas avec. Après, on peut avoir des habilités pour faire un métier plus que d'autres, mais je pense qu'il faut valoriser, s'assurer que les professeurs. Mais est-ce que ça sont fait de pas qualité. le jeu des écoles privées, justement, qui se payent quand même, pour certaines en tout cas, qui se payent les meilleurs professeurs pour justement avoir le niveau qu'il faut? Non, mais c'est pour ça que je le dis. Bon, après, je ne sais pas. Après, c'est soit on dit on fait le nivellement par le bas, on souhaiterait que tout le monde n'ait pas le niveau, mais je me dis, heureusement qu'il y a quelques écoles qui peuvent qui peuvent se permettre d'avoir des bons professeurs et les payer adéquatement. Malheureusement, derrière, c'est les parents qui doivent peut-être faire que ça de leur vie, payer l'éducation de leurs enfants. Et puis, on arrive aussi dans le système de classe, là. Voilà, il y a tout ça. Mais c'est pour ça que je dis, le métier de professeur, peu importe qu'on soit dans le système public ou privé, ça devrait être un métier noble où les professeurs, c'est-à-dire de vrais professeurs qui connaissent leur métier, gagnent bien leur vie et qui n'ont pas besoin d'aller à gauche, à droite pour assurer des petits coups à gauche, à droite et ne pas pouvoir être présent quand il le faut. Moi, je pense que c'est un statut noble qui doit retrouver sa valeur. J'imagine dans le temps, ça a été le cas. Oui. Mais je pense que ça s'est perdu, mais il faut qu'on retrouve ces éléments-là. Est-ce qu'un ministre de l'Éducation nationale, Evans Nicolas, favoriserait ou inciterait à l'enseignement du nationalisme dans les classes? Ça dépend. Est-ce que le nationalisme, ça dépend de la définition du nationalisme en soi. Est-ce que c'est aimer Haïti? Est-ce que c'est prioriser Haïti? Aimer Haïti, quand on cite ou quand on récite la Dessalinienne, on dit « je suis prêt à mourir pour le pays ». Quelque part, on le dit. Peut-être qu'on ne va pas jusque-là, mais est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre justement aux gens à aimer le pays, mais aimer dans le bon sens du terme? Mais après, je pense que c'est comme on disait tout à l'heure, tout est là. C'est comme on disait, est-ce qu'il y a le programme qui est là dans le ministère? Je pense qu'il y a là. Quand on regarde les livres de civisme en Haïti, peut-être que les gens qui ont étudié en Haïti ou qui ont été écoliers en Haïti, si on reprend ce petit bouquin-là, on va être étonné de voir tout ce qu'on a appris. C'est juste que derrière, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi, mais je pense que tout est là. C'est-à-dire, tous les éléments sont là, mais c'est juste que derrière, il y a une alchimie qui ne se prend pas pour plusieurs raisons, pour les difficultés socio-économiques qu'il y a dans le pays. Malheureusement, on n'arrive pas à assumer les responsabilités et concrétiser tout ce qu'on a appris à l'école, c'est-à-dire le civisme, aider les autres, tout ça. C'est des trucs, je me rappelle dans le petit bouquin de civique qu'on avait en Haïti, il y avait tout ça. Instruction civique et morale, aider les vieux à traverser les rues. On allait très loin. Je pense qu'on y va tout le temps. Je ne sais pas si ce petit bouquin est toujours malheureusement, ça fait un moment que je cherche, je le trouve. Je ne sais pas s'il y est, mais je me dis qu'il y a... Je sais pas, à un moment donné, il y a quelque chose qui... Il y a eu une cassure. Il y a eu une vraie cassure. Et peut-être qu'on est sur une pente descendante, mais je pense qu'on a... En tout cas, moi, j'ai compris qu'on avait les éléments pour avancer. Tu as parlé d'aider les autres, effectivement, donc on est en plein dedans. Est-ce que c'est pour pouvoir aider les autres, est-ce que c'est pour ça que le monde associatif est si important pour toi? Je pense que il y a ça aussi, il y a cet aspect-là, c'est l'idée de faire quelque chose gratuitement. Quand je dis gratuitement, c'est pas forcément, quand on fait quelque chose non lucratif, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Moi, quand on le fait bénévolement, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. C'est-à-dire, il y a un gain qu'on a. C'est-à-dire, moi, je le fais, je pense que il y a une réciprocité. Même si j'aide quelqu'un, mais ça me rend heureux d'aider. Je peux juste prendre un exemple, on a eu les stagiaires, là, il y a 2 ans, la première édition de Stage Haïti. Ça me plaisait de faire les cours. On avait 2 stagiaires, qu'on faisait des cours à distance avec eux, dans le cadre de Stage Haïti. À la fin du cours, je ne sais pas qui était le plus heureux. Si c'était l'étudiant qui était de l'autre côté en Haïti, qui recevait ce que je disais, ou si c'était moi qui faisais ça, qui avait le plaisir de transmettre le peu que je connais. Donc, je pense que c'est dans l'idée d'échanger, de se rendre utile aussi. Je pense qu'au-delà de nos activités professionnelles où effectivement on se rend utile à notre entreprise, mais je pense qu'il y a, en tout cas chez moi, ce besoin de se rendre utile à la communauté et aussi de donner du sens aussi. Je pense que ça contribue à donner du sens à sa vie, de contribuer de façon positive à l'avancement des autres. Et je pense que toi, peut-être que tu ne le dis pas, mais j'ose le dire puisqu'on est dans la transparence. Et tu dois te considérer comme un ambassadeur d'Haïti. Par rapport à Haïti, je pense que tu veux
faire véhiculer quelque chose, transmettre quelque chose, partager quelque chose, et des choses qu'on connaît ou qu'on connaissait, qu'on croit connaître, mais qu'on a tendance à oublier ou à mal connaître. Et dans Haïti, je connais, il y a plein de questions pratiques qui existent. Parle-nous un petit peu de cette plateforme qui s'appelle Haïti, je connais, et pourquoi existe-t-elle et où est-ce qu'elle veut aller? Bon, Haïti, je connais, c'est avant tout, je peux dire, un regroupement de personnes soucieux d'Haïti, c'est-à-dire qui s'intéressent à Haïti et qui veulent projeter, avant je disais souvent projeter une image positive d'Haïti, mais qui veulent projeter une certaine image d'Haïti qui n'est pas souvent véhiculée. Le problème, c'est que on est tellement bousculé par les journaux, par tout ce qui est négatif d'Haïti, ce qui est vrai, hein, on le consent. Mais l'idée initiale d'Haïti, je connais, c'est juste de se dire on fait un équilibre par rapport à tout ça. On ne dit pas que les mauvaises choses n'existent pas, bien au contraire, on les voit plus souvent. Mais je pense que ça fait pas de mal de découvrir aussi d'autres aspects Haïti, et d'autres aspects liés à Haïti, des gens qui ont fait des choses extraordinaires, qui peuvent inspirer. Parce que derrière, quand on présente quelqu'un qui a fait quelque chose de positif à Haïti, c'est pas juste pour la gloire de la personne. Derrière, c'est pour inspirer d'autres générations, des gens qui sont là actuellement, qui peuvent se dire... Pour montrer que même en tant qu'originaire d'Haïti, on peut faire ça. On peut, des gens qui sont nés, je ne sais pas, dans des coins, il n'y avait même pas l'électricité. Quand on voit à l'avenir, grâce à l'éducation, grâce à leur persévérance qui sont devenus, c'est surtout ça qu'on veut mettre en avant. C'est-à-dire de dire qu'il y a des gens qui ont fait des choses et que vous aussi, les jeunes d'aujourd'hui, vous pouvez faire des choses. Et je pense que nous, même via l'association Evo, le peu qu'on essaye de faire, c'est dans cette lignée-là aussi, c'est de faire des choses malgré les difficultés et aussi de montrer, d'inspirer, pourquoi pas, d'autres personnes de faire autrement. Si chaque personne donne sa petite contribution, peut-être qu'on ira plus loin. Alors, l'association s'appelle EVO, ça veut dire quoi? EVO, c'est Évolution d'Haïti. Évolution d'Haïti. Ouais, c'est-à-dire, nous, on ne veut pas rester au même endroit, on veut aller de l'avant. En quoi est-ce que vous évoluez, vous faites évoluer Haïti dans cette association? L'idée, je peux dire, c'est déjà de faire connaître Haïti, ou du moins de faire connaître d'autres aspects d'Haïti, par le projet Haïti Je Connais, qui est l'application et le jeu en physique où on fait la finale chaque année ici en France pour primer le gagnant. C'est-à-dire, à tout moment, les gens qui s'intéressent à Haïti ou bien qui veulent juste tester leurs connaissances sur Haïti, découvrir autre chose, ils peuvent aller jouer sur l'application haïtijeconnais.com. Ça, c'est un aspect. Et je pense aussi, il y a d'autres projets qu'on a, le projet Stage Haïti, où on veut contribuer. Pour l'instant, je peux dire, c'est à un niveau un peu expérimental, parce que là, on prend que 2 étudiants par année pour le stage en Haïti. Et donc, ça aussi, c'est contribuer à l'évolution des jeunes en Haïti aussi. Et puis, je peux dire, on contribue un peu à l'évolution via un dernier projet qu'on a qui s'appelle Apprendre avec Evo, où on se met à disposition plutôt des gens de la communauté, parce que c'est une activité qu'on fait plutôt dans la communauté haïtienne de France, c'est à aider les gens qui veulent s'initier à la création de sites web. On a un projet qu'on a lancé, on a déjà eu 4 participants. Donc c'est par groupe de 2 personnes. On fait un séminaire sur une demi-journée d'initiation à la création de sites web, et c'est des professionnels de l'association qui animent ces séances de formation là. Donc c'est toujours dans l'idée d'accompagner les autres, de les faire évoluer. Mais ces gens qui participent à ces ateliers, ils doivent avoir leur matériel au préalable. Non, en Parce fait, que si on n'a pas d'ordinateur, on ne sait pas trop comment les utiliser. Donc faire un stage pour apprendre à créer des sites web, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, voilà. Après, nous, effectivement, il y a un certain prérequis que nous, on demande, on dit aux gens clairement, voici ce dont vous avez besoin. Pas forcément de grandes connaissances en informatique, mais au moins de savoir utiliser un ordinateur, de savoir aller sur Internet et quoi encore, et d'avoir une connexion Internet, parce on avait prévu initialement de faire la formation dans une salle, mais c'était juste avant la pandémie. Et donc là, on a diminué parce qu'on voulait faire des séances avec 10 personnes. Et donc là, on a diminué le nombre de personnes. Donc on passe par des groupes de 2 personnes et on fait des séances d'une demi-journée. Donc on demande juste à la personne d'avoir une connexion Internet. L'idée de 2 personnes, pourquoi? C'est parce que ça permettra plus d'interaction. Parce qu'à distance, si on fait 10 personnes, c'est pas gérable. C'est pas donc après, entre guillemets, ça bénéfique. Quand je dis bénéfique, il y a quand même un petit coût qu'on demande aux participants, parce que ça fait partie des entrées qu'on veut avoir pour l'association. Mais derrière, c'est plus intéressant pour la personne d'être à 2, comme ça on est 2 personnes. Donc nous, en tant que formateur, on a le temps de répondre aux questions. L'interactivité est meilleure, quoi. Donc l'idée, c'est ça. Ouais. Alors, il y a des gens qui regardent Transparence à l'étranger, et pas sur H-Live, mais sur les réseaux sociaux, et qui regardent souvent en direct ou en différé.
Et si ces gens-là veulent répondre à certaines questions, participer à Haïti Je connais, comment font-ils? Ah ben ça c'est très simple, il faut juste aller sur le site haïtijeconnais.com. haïtijeconnais.com. Oui, www.haïtijeconnais.com. Et je profite juste pour un petit aparté, c'est pour dire que aujourd'hui il y a trois niveaux sur Haïti Je connais. Un niveau découverte, non, je peux dire 4 niveaux. Il y a un niveau découverte, c'est vraiment les questions basiques, Haïti, superficie, tout ça. Et puis il y a 3 autres niveaux. Et là, on va rajouter un 4e niveau. Quelle est la superficie d'Haïti maintenant? Ah, c'est toujours 27 000 km², là, non? Et toutes les terres que les Dominicains ont prises. Ah, bah ça, je sais pas. OK. Donc, ouais, c'est ça. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, ouais, je disais que on a 3 niveaux. On va rajouter un 4e niveau, mais avec une nouveauté. Donc, c'est toujours dans l'idée d'évoluer. Donc, premier niveau, découverte. Deuxième niveau. Deuxième niveau, c'est là, on commence à rentrer dans le vif du sujet, des questions assez pour faire des cours. Après, l'idée aussi, c'est juste de dire aux gens, on l'a fait de façon quiz, on peut perdre et gagner, mais l'idée, c'est qu'on apprend. En lisant une question, on apprend. Mais pour l'instant, les questions sur le jeu, c'est que des questions texte et puis on a 4 possibilités de réponse. Et donc, par contre, dans le niveau, c'est des QCM. À partir du niveau 4 du jeu, on va intégrer la notion de questions avec des contenus multimédia. C'est-à-dire là, on va avoir des photos. Il y a une réflexion à avoir. Pas forcément réflexion, mais c'est plus une illustration des questions qui se basent sur des photos. Parce qu'il y a beaucoup de personnalités, on parle souvent. Par exemple, là, je viens, moi j'ai habité Oswald-Durand, mais j'ai jamais su à quoi il ressemblait Oswald-Durand. Okay. Donc, par exemple, dans le jeu, maintenant, on va pouvoir avoir des questions, une question par exemple sur Oswald-Durand, en répondant à la question, mais on voit aussi la photo d'Oswald-Durand. Et pareil aussi, on va avoir des questions sur la musique, sur pas mal de groupes qui existaient depuis longtemps. On va poser des questions, donc je pense que ça va t'amuser aussi. Donc on a pas mal de questions sur des groupes des années 70, des extraits vidéo. On pose des questions. L'idée, c'est pas de répondre à la question, mais c'est déjà de faire découvrir qu'il y a ça. Et donc là, dans le niveau 4 du jeu, qui va, je vais pas donner de date, mais courant mois d'octobre, je pense, on va avoir ce niveau-là qui va sortir avec des questions encore plus intéressantes, avec des contenus multimédia, et les gens pourront apprendre encore plus sur Haïti. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en face d'un professionnel qui s'appelle Evans Nicolas, un professionnel, un vrai professionnel. Il était déjà professionnel en Haïti, il l'est d'autant plus ici. Et malgré tout, il s'intéresse à faire comprendre des choses, à partager des choses avec le public, des choses qui lui coûtent souvent du temps, de l'argent, évidemment, de ses connaissances. Et pourquoi tout ça? Je ne sais pas, je peux pas dire pourquoi, mais c'est comme je le dis souvent, on a toujours du temps pour ce qui nous intéresse. C'est juste que ça m'intéresse, je le fais, et je ne sais pas si je peux utiliser le mot ça me rend heureux, mais je me sens bien en le faisant, et ça ne me pénalise pas, et puis je pense que dans la quête d'utilité aussi, je pense que ça répond à ce besoin-là, ce besoin de toujours se sentir utile pour les autres, d'offrir quelque chose. Il y a souvent des gens qui répondent à ce genre de questions. Oui, son façon pour moi, Haïti, saleté, bon, moi, l'aime des petits. Non, mais c'est pour ça. Peut-être que, en partie, c'est ça, mais je dois aussi le dire parce que de toute façon, je me rends service aussi en faisant ça parce que j'aime ça. Après, si Haïti peut en profiter en même temps, c'est tant mieux. De toute façon, les actions qu'on fait, ou du moins la plupart des actions que nous faisons via l'association concernent Haïti. L'objectif principal de l'association, c'est tout est tourné vers Haïti. Donc derrière, effectivement, il y a cet aspect-là, mais je vais pas dire que moi, c'est comme si Haïti a besoin de moi pour avancer, mais je pense que je jouis aussi d'Haïti. J'ai la chance, je peux dire, d'avoir Haïti aussi à aider, donc ça me rend service aussi. Donc je pense que c'est un échange entre Haïti et moi, donc je rends service et Haïti aussi me rend service en retour. Je pense que de par tes expériences, tu dois être assez attentif à ce qui se passe en Haïti au niveau sociopolitique. Quelle est ta lecture justement de la situation actuelle d'Haïti, que ce soit socialement ou politiquement? Je pense que c'est très difficile. En fait, effectivement, même si je fais pas les journaux, mais j'ai encore beaucoup de membres de ma famille en Haïti avec qui je parle chaque 2-3 jours. Donc, je suis au courant de ce qui se passe. Et j'habite aussi, ma famille habite au centre-ville. Donc, je suis très, très au courant de ce qui se passe. Et ils peuvent même m'expliquer dans les détails qu'est-ce qu'il y a. Les bases ceci, bases cela. On connaît les membres des bases de ceci. Donc, c'est des choses, je pense que c'est une situation très délicate qui n'a pas démarré maintenant, mais je pense que là, qui a pris une tournure depuis quelque temps un peu plus délicate, qui rend vraiment difficile la vie des gens, c'est-à-dire que
Il faut se dire que derrière tous les blocages, peu importe là où on se trouve, politiquement, on peut dire qu'on est pour le pouvoir, on est pour l'opposition, mais c'est la population dans sa majorité qui est victime. Moi, je pense que la majorité de la population ne se dit pas qu'ils sont pour le pouvoir ou qu'ils sont pour l'opposition. Les gens, quand on leur demande de voter, ils vont voter. Mais après, je pense que leur priorité, c'est pas ça. Et derrière, c'est eux qui souffrent. Et je pense que peu importe là où on se trouve sur l'échiquier politique, les politiciens eux-mêmes, je ne pense pas qu'ils sont victimes parce qu'ils sont des privilégiés du système. Mais je dis juste qu'ils devraient avoir un peu de pitié pour cette population qui parfois leur fait confiance et qui pense qu'ils vont, grâce à eux, dans les rênes du pouvoir, leur vie va changer, mais finalement rien ne change. Et pour ça, je pense que je dis que peut-être qu'on doit changer aussi de paradigme, mais ça revient au sujet de l'éducation. C'est-à-dire ici, dans les pays avancés, je pense que les gens votent aussi. Mais je pense que leur vie n'est pas, ils n'attendent pas la politique pour fonctionner. C'est-à-dire, au moins, il y a un minimum qui est donné, peu importe le clan qui prend le pouvoir, on peut marcher dans la rue, on peut faire ses activités. La sécurité existe. Moi, je pense que c'est ce minimum-là qu'on devrait se mettre d'accord dessus, peu importe le clan où on est, pour permettre à la population de base de vaquer à ses occupations, de permettre aux gens qui sont à l'extérieur, qui veulent investir ou du moins faire des projets en Haïti, le faire de façon sereine. Et puis aussi, je dirais, il faut pas se leurrer, il y a aussi le point de la communauté internationale, ou du moins les amis d'Haïti. Moi, j'ai été interloqué quand j'ai entendu, je pensais même pas que c'était vrai, qu'un président d'un conseil électoral provisoire dire que les résultats qui ont été publiés ne sont pas les bons. Ceux qu'il avait... Moi, je pensais que c'était faux, mais quand il y a quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo. Et tu l'as entendu? Je l'ai entendu, j'ai vu. Comme dirait l'haïtien, de tes propres oreilles. De mes propres oreilles, mais je me dis, c'est pas possible, ça. C'est-à-dire, on accepte ça comme ça, mais après, je me dis, et le gars, il te dit clairement, c'est tel ambassadeur qui l'a appelé pour lui dire, voici qui doit gagner. Ça doit pas être Et pourquoi tout ça? Donc, finalement, on se dit, tant qu'on ne se donnera pas les moyens, peut-être, de faire nos élections nous-mêmes, avec nos moyens, peut-être celui qui paye, c'est celui qui donne les résultats. Et tant qu'on ne sortira pas de ce problème-là, on continuera toujours à traîner les mêmes arguments qui sont toujours à la base des crises ultérieures, parce qu'on le fait aujourd'hui et derrière on le voit rapidement. Donc tout le monde à un moment ça va se savoir et ça va être à la base des crises qui vont nous prendre tout un quinquennat et puis on va repartir pour la plus belle et puis finalement on repart. Donc pour résumer la partie sociopolitique, je pense que c'est très difficile, mais bon, je pourrais pas terminer par une note très négative. Je peux dire qu'il y a quand même une jeunesse qui a envie de faire bouger les choses. J'espère que de nouvelles têtes vont s'émerger. Et aussi que chacun puisse apporter sa contribution, même ceux qui sont à l'étranger, pour supporter cette frange de la population qui est jeune, qui est éduquée, qui combattent quand même en Haïti malgré les difficultés. Et si on peut les aider, pourquoi pas? Alors, tu étais haïtien, maintenant tu es haïtien de la diaspora. Est-ce que tu penses que la diaspora haïtienne peut jouer un rôle justement dans la résolution des problèmes d'Haïti ou tout simplement dans le processus de développement du pays? Moi, je dirais que la diaspora haïtienne, c'est une extension d'Haïti, dans tout ce qui est positif, dans tout ce qui est négatif, en fait. Et je pense que c'est dans toutes les communautés, entre guillemets, haïtiennes, on retrouve Haïti, finalement. On retrouve Haïti dans ses travers, on retrouve Haïti. Oui, parce que les Haïtiens qui en France, il ne pas son jour pour ne pas manger du riz. Oui, voilà, c'est Haïti. Donc, moi, j'avoue, je peux pas dire passer un jour, mais on va faire une semaine pour pas manger. Une semaine, là, tape difficile. Une semaine, là, tape difficile. Donc, c'est que, c'est tout haïtien, y compris de la diaspora. Peut-être, avantage, moi, c'est que diaspora a gagné, c'est que il y a des problèmes primaires. Je pense que une bonne partie dans la diaspora n'a pas gagné. Je ne peux pas dire pour tout le monde parce que je ne sais pas une situation vit tout le monde. Même pas ses besoins primaires, je ne sais pas peut-être on caille pour été, manger à sa faim, et gain courant. Parce que son bagage qui est tout bête, mais par exemple, si de ton côté, tu as une difficulté pour gagner courant, parce que les mêmes travail pour l'association, c'est les mêmes fins de travail. Ça veut dire, me arriver là, comme zone 19 heures, si pas d'électricité,
Pas capable. C'est ça qui fait le difficile pour nous gagner des collaborateurs de l'association en Haïti. Parce que moun yo, il y a des gens qui n'ont pas de courant, qui ont fait un bagage, ils travaillent sur un projet avec eux, mais ils n'ont pas de courant, bien ils viennent toujours avec l'autre problème. Ouais. Donc, on veut dire que dans pile problème que nous-mêmes nous évacuons déjà, peut-être que nous un peu mieux placés pour nous bailler en contribution en plus qu'un monde qui est en Haïti directement. Mais justement, à partir de tous ces avantages que nous, de la diaspora, nous avons, est-ce que tu penses que... Est-ce qu'on fait assez, justement? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu plus par rapport aux avantages que nous avons sur ceux qui sont en Haïti, en tout cas une majorité des gens qui sont en Haïti, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de sécurité et qui n'ont pas de moyens de locomotion, en tout cas, une seule route qui gagne, c'est route nationale, qui n'est pas même bon de tous côtés même. Parce que quand tu vas au Cap, tu sors des Gonaïves pour aller au Cap, c'est un souci. Et tu sors des Cailles pour aller dans la Grandance, c'est un problème. Donc, par rapport à tous ces problèmes qui existent en Haïti, nous, on ne connaît pas ces problèmes-là. Malgré les soucis qu'on a quand même là où on est, parce qu'on a des obligations. Mais est-ce que tu ne penses pas que la diaspora aurait pu faire un peu plus que d'envoyer un petit peu de sous de temps en temps? Ben là, je pense que c'est la grande question, parce qu'on se dit la diaspora haïtienne, c'est là que je pense qu'on a un ensemble d'individus. Et je parle là, y compris moi. Après, bon, moi déjà avec mes proches, on essaie de se regrouper, de faire quelque chose, mais c'est pas suffisant. Moi, je me dis que ce n'est pas normal. Après, c'est une question où chacun doit prendre sa part de responsabilité, que la communauté haïtienne de France n'a pas un hôpital digne de ce nom en Haïti. C'est-à-dire, on est toute cette population-là. Je ne dis pas que tout le monde gagne très bien, mais je pense qu'il y a un minimum, ou du moins, tout le temps on fait des dons à gauche, à droite sur des choses. Mais pourquoi on n'arriverait pas à avoir quelque chose de marquant et d'utile? Je peux te donner la réponse. C'est que dans cette diaspora, elle est diversifiée. Ouais. Il y en a qui viennent du nord, d'autres qui viennent du plateau central, d'autres du sud, de la Grandance, de l'Artibonite. Et où est-ce qu'on va implanter cet hôpital? Puisque chacun aimerait que ce soit dans son coin. Mais c'est ça le problème. Déjà, déjà, je pense qu'il y a ce clivage-là qu'on devrait dépasser. Haïti, on est 12 millions d'habitants, on est un tout petit pays. Donc, peu importe l'endroit où on le fait. On va passer à côté de cet hôpital dans un certain moment. Non, mais on dit ça, mais il y a des gens qui, je ne sais pas il est où cet hôpital-là, mais il y a un hôpital, là, soit à Inch, je ne veux pas dire n'importe quoi. C'est à Mirbalais, mais il y a plein de gens de Port-au-Prince qui vont là-bas. Bah, peu importe, c'est à Mirbalais, Haïti, c'est quoi? C'est tout petit, peu importe l'endroit. Moi, je pense que ça ne devrait pas être un point bloquant, mais c'est juste, effectivement, la question de vision et d'unité. Après, je me dis, c'est pas forcément tout le monde qui devrait, mais je pense qu'on devrait avoir un faisceau de structures ici qui penche vers des projets d'envergure qui pourraient avoir un impact sérieux. C'est-à-dire, moi, je ne condamne pas les gens qui essayent de faire une petite école à gauche, à droite, mais pourquoi on n'a pas un lycée départemental qui... Un truc sérieux. Je sais pas, s'il faut le faire dans le nord ou dans le sud, on fait un truc, mais on peut accueillir, je sais pas, 5000 écoliers, un truc sérieux. Quitte à ce qu'après, si les gens veulent avoir leur nom, on met des plaques, on met les noms, on met les remerciements. Mais mon idée, c'est ça. S'il faut faire des actions, il faut qu'on arrive à faire des choses qui, pas forcément pour se faire plaisir, mais pour avoir un truc d'utile et qui sera utile à la communauté, qui est un fait majeur. Moi, c'est ça, s'il y a un combat que je devrais mener, c'est ça, c'est une sorte de fédération vraiment de structures qui pourraient se mettre d'accord au moins sur ça. Mais il y a un problème au niveau haïtien, c'est qu'il y a beaucoup de littérature. On écrit beaucoup, on parle beaucoup, mais il n'y a pas d'action qui suit. Et on t'explique quelque chose, on t'envoie un document pour t'expliquer quelque chose, il y a 10 pages. Comme tu n'as pas le temps, tu lis la première et la dernière, tu as perdu l'essentiel. Donc du coup, tu laisses tomber, ça ne t'intéresse pas. Et malheureusement, tout se fait comme ça. Les gens ont tendance à écrire trop pour dire peu, et c'est dommage. Et à partir de là, j'ai une question à te poser, c'est que on nous dit qu'il y a plus de 600 associations haïtiennes en France ou en Île-de-France. Est-ce que tu penses que ces associations qui quasiment ont tous un objectif, l'objectif c'est aider Haïti, peu importe à quel niveau, mais en gros c'est aider Haïti d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu penses que ces associations sont appréciées à leur juste valeur en Haïti et même dans leur communauté? Après, effectivement, il y a beaucoup d'associations en France.
C'est juste que, comment je peux dire, c'est ce que je disais, c'est la finalité, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on veut faire en ayant une association. C'est sûr, je pense que tout Haïtien aimerait du fond du cœur aider Haïti, mais parfois il faut se poser la question comment et est-ce que ce qu'on fait, il faut prendre le recul. Est-ce que c'est utile vraiment? Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Est-ce que en m'associant avec un autre groupe, c'est très difficile. Je comprends parce que j'ai vécu dans plusieurs groupes. J'ai vu la difficulté qu'il y a de travailler ensemble. Être chef. Il y a tout ça, il y a tous ces aspects. Il y a trois associations qui se regroupent, qui sera le président? Voilà, c'est-à-dire, il y a pas mal de trucs. Mais c'est pour ça que je dis, peut-être qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un initiateur. Bon, je prends le pari de dire que si Pradel lance quelque chose, il aura des suiveurs. Peut-être que tu vas pas te lancer dans une entreprise pareille. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un groupe de personnes qui se proposent de présenter un projet majeur au nom de la communauté haïtienne de France et pour essayer de fédérer. Peut-être qu'on ne fédérera pas tout le monde, mais peut-être suffisamment de gens pour arriver à quelque chose de sérieux. Et je me dis, franchement, c'est pas normal, effectivement, comme on dit, on a 600 associations et qu'on n'arrive pas à avoir un truc sérieux, digne de ce nom en Haïti, qui représente, je ne sais pas, quand les gens vont, on peut se dire c'est la diaspora de France qui l'a offert. Surtout qu'on a une réputation de cripia déjà en Haïti. Mais je me dis, c'est pas normal, mais je me dis qu'il faut qu'il y ait des gens qui se proposent de le faire. Et je pense qu'une fois que l'initiative se présentera, et je pense que Evo ou les membres d'Evo ou moi personnellement, c'est quelque chose dans laquelle on aura hâte de contribuer. Mais il faut l'initiation. Je pense que l'initiation a été faite. Je pense que on a reçu ici dans Transparence l'Office Réjoui qui est président de Korkov. Korkov, c'est quand même une association qui tend à représenter la communauté dans son ensemble. Et est-ce que la démarche est bonne? Je pense que oui. Est-ce que la manière de promouvoir ça est bien? Ça, c'est autre chose. Mais je pense que l'idée est là. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse tous corps derrière justement une telle association, une telle entité? Voilà. Personnellement, je ne connais pas. Peut-être aussi ça fait partie de une émission de transparence à regarder. Voilà, j'ai une émission à regarder. Après, c'est ça aussi. C'est juste pour ne pas... Après, je dis aussi, il faut faire attention dans la démarche. Parce que je pense qu'il y a des plateformes qui existent déjà de fédération. Il y a la Fédé, il y a la PAFA. C'est pour ça que je me dis, quand on dit de fédération, c'est s'unir autour d'un projet sérieux. Quand je dis d'un projet sérieux, c'est-à-dire d'un projet réel qui aura un but. C'est pas juste se fédérer après pour pouvoir dire qu'on représente la communauté. Moi, ça ne m'intéresse pas de représenter la communauté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un projet qui aura un impact sérieux et majeur en Haïti et on s'associe sur la base de ce projet-là et on avance ensemble. Oui, après, et puis qu'on ne dise pas que monsieur Intel ou madame Intel a fait. Oui, voilà, moi ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on arrive d'abord avec ce qu'on veut faire. Se dire qu'on va se mettre ensemble, bah oui, on peut se mettre ensemble parce que si on ne va pas faire grand-chose, on peut se mettre ensemble. Hein. On peut prendre des verres ensemble tout le temps. Mais pour moi, c'est la première démarche. Après, je pense effectivement leur fils, on ne se connaît pas. On peut pas dire qu'on mais je connais le personnage. Je pense qu'on a dû échanger parfois. Mais après, peut-être c'est une question que je dois lui poser. Peut-être je dis ça, je ne suis pas au courant que il y a peut-être quelque chose un projet qui est bien conçu derrière. C'est une question peut-être que j'aurai l'occasion de lui poser. Et je pense que si ça correspond à l'idée que je me fais d'un projet majeur, c'est probablement une contribution que moi, à titre personnel, je pourrais apporter et inciter aussi les autres membres de l'association Evo à faire pareil. Très bien. J'ai une dernière question pour toi avant de marquer une pause. On reviendra ensuite avec le Transquiz. Et la question, elle est très très simple. Nous sommes tous à l'étranger et il y a un ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème dans le sens que moi, je pense que je devrais, en tant qu'acteur associatif, je devrais ressentir la présence de ce ministère-là. Et je pense que tous les acteurs associatifs aussi devraient le sentir. Du moins, on devrait sentir qu'on a un ministère des Haïtiens vivant à l'étranger qui sont prêts à recevoir nos doléances en tant qu'Haïtiens. Oui, il faudrait qu'il y ait une interaction entre nous. Il faudrait qu'il y ait une interaction, mais je pense que
ce travail-là, après, les gens peuvent apprécier ou pas. Moi, je pense que c'est plutôt, on le voit plus via les entités consulaires et les entités diplomatiques, je peux dire. Mais en termes du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, moi, je ne sais pas à quoi ça sert. Et après, peut-être qu'il y a un site qui existe. Bon, c'est un problème qu'on pourra parler après. Au moins pour dire c'est quoi l'idée, c'est quoi l'objectif de ce... Le problème qu'il y a quand on... peut-être c'est un défaut professionnel, mais quand on dit qu'on est, je ne sais pas, on a un ministère, il faut qu'il y ait des objectifs, il faut qu'on puisse les évaluer. Oui. C'est-à-dire, si on a... Okay, il y a une promotion à faire aussi pour ce ministère auprès justement de ces gens qui vivent à l'étranger. Non, mais le problème, c'est que je dis, c'est pour ça que je peux même pas critiquer le ministère parce que j'ai pas lu ce qu'il devrait faire. Selon moi, selon le nom. Donc il y a déjà un problème. Si oui. Il y a un acteur associatif, quand même acteur actif, je pense qu'il y a un souci. Si tu n'es pas au courant, moi non plus en tant qu'acteur également associatif. C'est ça. Donc je pense que c'est un vrai problème. Il faudrait qu'il y ait une promotion de ce ministère-là dans la diaspora pour faire connaître. Je ne sais pas est-ce que c'est le ministre ou son équipe qui devait se déplacer. Mais en fait, j'ai l'impression que ce ministère considère que la diaspora haïtienne est aux États-Unis. Point. Ah, il y a ça aussi, peut-être qu'aux États-Unis ils sont plus présents, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas trop de relations effectivement avec le milieu associatif aux États-Unis, mais peut-être que c'est plus présent. Mais en tout cas en France, je peux dire à titre personnel, moi je ressens pas. Peut-être c'est quelque chose à corriger, à rectifier. Et peut-être s'ils écoutent l'émission, ils pourront. Ouais, peut-être oui. Bon, ils pourront passer un appel à Pradel, pourquoi pas. Ou à toi, ou à Evo. Non, comme ça. Non, s'ils viennent à Transparence, comme ça, tu pourras poser toutes les questions. Oui, s'ils viennent à Transparence, on aura plein de questions à poser, voilà. Ça c'est clair. Mais je pense qu'effectivement, qu'il y a des efforts à faire dans ce sens-là. Après, je me demande est-ce que c'est que ce ministère-là. Hein. Donc après, il y en a plein. Après, ça rentre dans un. Il y a du tourisme pour l'instant. Ça rentre dans le problème global. Ça rentre dans le problème global. Je pense qu'il faudrait effectivement qu'il y a des. Mais le problème, effectivement, c'est si c'est le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, nous, on vit à l'étranger, on devrait sentir une certaine présence et on se sentir concerné par ce ministère-là. En tout cas, ce qui n'est pas le cas pour moi à ce moment. Je ne sais pas si dans quelques temps, il y aura des efforts qui se feront. Ben, j'espère bien parce que après, parfois, on peut critiquer, mais après, je ne sais pas les challenges qu'il y a, les problèmes qu'il y a, mais l'idée, c'est aussi de faire passer nos doléances, de dire que ce n'est pas normal. Oui, c'est clair, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Donc, j'espère qu'il y a des gens qui sont en train d'écouter, regardez. Voilà, on va marquer une petite pause. Vous êtes dans votre émission Transparence. Bien sûr, Transparence est supportée par la revue Boyo Magazine, par l'émission Boulevard du Compas sur Espace FM, par l'artiste Wilson Amos. Et je vous rappelle que H-Live est supporté par le restaurant aux Ananas qui se trouve au Bourget, au 68 rue Édouard Vaillant, au Bourget. Restez avec nous, on revient dans un instant. Ça va être le transquiz de Evans Nicolas dans quelques instants. Restez là, ne bougez pas, Transparence revient. Oui, mais li papa. Gi moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gi l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce qu'il est capable bay lumière 24/24 vrai? Qu'on y a, pas fin di m'ke tri te ka bay courant ni pour faire son genem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Qu'on y a, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous couper blackout avec chalet net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, yon inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et yon régulateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation gratis, ti chéri, depuis pas dépassé 60 km. Et puis, toute bagaille ça yo, pour un petit crasse l'argent. 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais beau caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir pour caravane lumière par nous, relais Kounia, dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous, avancez avec. Lumière, maman. Bien, retour sur le plateau de Transparence avec notre invité Evans Nicolas. Je vous rappelle que notre sujet du soir, c'est comment Haïti peut-elle répondre aux besoins professionnels de sa jeune population. Et oui, on le dit souvent, nous avons une population très très jeune et évidemment ces jeunes, ils doivent se former. Il faut absolument trouver les moyens de les former. Et qu'est-ce qu'on doit leur donner comme éducation professionnelle? Eh bien, c'est tout l'enjeu. On en a parlé largement dans cette émission. On ne va pas trop y revenir, mais je me souviens dans la présentation d'Evans, j'ai dit que dans ces heures de détente, il pouvait être un lecteur, il pouvait être un sportif,
Et il pouvait être pas mal de choses. Donc, le Transquiz va être un petit peu assez sportif ce soir. J'espère que tu es prêt. Ah, je suis prêt, là, je suis chaud. Eh bien, je demande tout de suite à ce qu'on me lance le logo de Transquiz. Voilà, donc Transquiz, le Transquiz de Evans Nicolas comportera, contrairement à d'habitude, 4 questions. D'habitude, c'est 3 questions. Et bien là, il y a 4 questions parce que je sais que tu es calé. Donc, j'ai décidé de te poser 4 questions. Est-ce que tu es prêt? Oui. Bon, tu connais les conditions? Oui. Tu ne peux pas appeler un ami ou une amie. Ok. Et tu n'as pas droit au joker. Ok. Bon, mais tu as quand même le droit de dire « je ne sais pas ». Bah, c'est en toute humilité. Je pense qu'il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Tout à fait. On est là pour apprendre aussi. Bien. Né le 13 novembre 1964 à Rabat, au Maroc. Il est classé 8e joueur junior mondial en 1982. 22e joueur professionnel mondial en 1989. Année durant laquelle il atteint les quarts de finale. De qui et de quel sport s'agit-il? Tu veux que je répète ta question ou c'est bon? Ça devrait aller. Donc, si je ne me trompe pas, ça devrait être Ronald Jean-Martin Agénor. Oui. Et c'est un tennisman. Tennisman haïtien. Ronald Agénor, de son vrai nom? Ronald Jean-Martin Agénor. Ronald Jean-Martin. Tu sais comment s'appelait son père? Non. Son père s'appelait Frédéric. Frédéric Agénor. Et tu te poses jamais la question pourquoi ce mec a pris naissance à Rabat, au Maroc? Non, il était ambassadeur, non? Son père. Son père, oui, c'est ce que je disais. Donc, son père était ambassadeur. Ok, au Maroc, effectivement. au Maroc, ok. Donc, le jeune Agénor, il bougeait un peu pas. Oui, quand on est fils de diplomate, on bouge assez souvent. Oui, effectivement. Et son père fut également ministre de l'Agriculture en Haïti. Ok. Comme quoi, on parlait d'agriculture. On parlait d'agriculture, c'est un élément clé. Bah, c'est ce que je te disais. Donc, moi, je pense que c'est bien. Donc, j'apprends aussi des choses. Oui, tout à fait. Mais c'est l'idée. Et tout se fait en toute transparence. Okay. On sait, on ne sait pas. On ne sait pas, eh bien, on apprend. Et quand on sait, eh bien, on renforce sa connaissance. Deuxième question, tu es prêt? Allons-y. Parfait. Je sais que tu es un fin gourmet qui aime la cuisine haïtienne. Peux-tu nous citer 4 moyens de manger ou de préparer la banane plantain? Ah ouais, donc là, il y a plusieurs façons. Là. Donc là, je peux démarrer par banane pesée. Banane pesée, tout à fait. En général, nous mettons banane pesée avec griot. Avec griot. Donc la banane pesée, ça fait un. Il y a la bouillie de banane. La bouillie de banane, tout à fait. Et en général, on mange ça le soir. Ouais. Il y a aussi papita. Papita. Ou qu'à expliquer mon qui c'est que papita? Bon, papita, c'est banane plantain verte découpée en lamelles très fines. Et je pense que c'est, je veux pas me tromper sur le mode de cuisson, mais je pense que c'est cuit, c'est frit à l'huile et puis séché parfois. Séché. Et en Haïti, on le vend dans des sachets, En général, depuis de son avion. Pendant que tu as passé, il faut traverser toute Port-au-Prince pour mal la caille. Et sur route sud là, automatiquement, je manger 2-3 sachets papita dans la route. Ok. C'est impératif, c'est obligatoire. Bien. Et donc, on dit banane pesée, bouillie de banane, papita, manquez on a 4 demandes. Banane bouillie. Banane bouillie, oui, tout à fait. Banane bouillie. Qu'on a mangé avec toutes sortes de viande, toutes sortes de sauces. Et c'est une bonne entrée en Haïti, c'est toujours la banane bouillie verte avec une petite sauce et laitue. En général, nous pensons ça comme petit déjeuner. Comme petit déjeuner, les gens comprennent pas, mais bon. Petit déjeuner qu'il Bon, on peut pas appeler ça petit, hein. Donc, tout à fait. On fait de la purée de banane aussi. C'est différent de la bouillie. Ok, la purée, genre... purée de banane. Purée. Je pense que j'ai déjà goûté ça, effectivement. Il y a un chef haïtien, Franck Joseph, je pense, qui m'avait fait goûter ça. Ouais, c'est très bon. C'est bon. C'est bon. Donc c'est bon, j'ai eu les 4... Tu as eu les 4. Ok, donc là... J'en rajoute, là, la purée... On peut faire un gâteau à la banane. Gâteau à la banane aussi. Et puis, je t'ai laissé le dernier pour la fin. Ouais. Banane flambée. Ah ouais, le fameux dessert. Avec un petit rhum sous l'île. Ouais, voilà, on peut avoir ça. Il y a pas mal. Ouais, il y a pas mal de gens après banane plantain, banane mûre, comme on dit, on appelle figue en Haïti. Donc il y a pas mal de choses. Si banane verte là qui vient au relais. Banane gosbot, non? Banane gosbot, non, ça n'a pas besoin. Banane gosbot, c'est ça qui coûte, qui épère. Mais c'est ça qui fin, qui vête. Misqué? Mais non, mon cher. Non?
Non, musqué, banane musqué, c'est lui-même qui plantait. C'est lui-même qui plantait. Mais ça est transparence capable de prendre l'autre nom. Hein, banane pouillac. Ah, son petit banane petit qui blanc. Sous qui tel mille, il vient tourner figue ou manger normal. Ok. Banane pouillac, ouais. Bon, là, quand même, le pouillac, mais de l'autre côté. Même personnellement, pas très bien. Pas très bien? Pas très bien. Mon yoko le fait là avec Arancel. Voilà. Ah ouais, ça me d'avoir le dos, c'est pas manger avec Arancel. Et ça me d'avoir le dos, mais oui. Avec, même pas tout fanatique. Les labnaires. Ok. Monsieur, c'est spécialité. Monsieur, même bagage ça, monsieur vient faire moi-même tout, parce que depuis la manger, il va manger, ok. Donc, automatiquement, il une bonne pouillac avec Arancel. Avec Arancel, ouais. Ça, son plat, effectivement, t'es qu'on fait même pas trop fanatique, mais bon, ouais, c'est. Pas fanatique, dommage. Mais tellement de possibilités de cuisson. Troisième question dans ton transquiz, tout de suite. Là, on passe du côté de. Tu vois, en plus, moi, tu es dans le domaine port avec. Bon, mais c'est un pile. Mon tu as fait études chez les frères No. Tu as fait des études au Collège Canado. Et tu es également à la Faculté des sciences. Ouais. On va rester sur le Collège Canado. OK. Quel est le slogan du Collège Canado établi en Haïti depuis 1964 9. OK, ça c'est bon. Depuis 69, OK. Depuis 69, le Collège Canado est en Haïti. Quel est son slogan? Le slogan en créole, c'est Pi haut, pi fort, pi loin. Pi haut, pi fort, pi loin. Ou plus haut, ça, plus fort, créole, plus loin. En français? Plus haut, plus fort, plus loin. Et en anglais? Higher, stronger and farther, yeah. On a les trois là. Des deux, il y a 4 questions. Exceptionnellement, il y a 4 questions. D'habitude, c'est toi, mais il y a 4e question. Donc là, pour qui ça là? 4e question, je veux valoriser pour montrer que quand on a l'école, ce n'est pas n'importe côté que vous OK. Parce qu'au conseil de l'école, vous passez là-dedans, il faut montrer que pas vous-même seulement, et conseil de l'autre gros nom qui passe là-dedans. OK. Mais il faut qu'on joigne qui l'école. OK. Vous doit avoir une seule chance. Une seule chance, OK. Oui. Quel est le point commun qui existe entre Skal Labissière, qui est un joueur de basket de la NBA, il joue dans Atlanta Hawks. OK. Et il joue au niveau centre. Il est né le 18 mars 1996 à Port-au-Prince. Bon, pas de détails concernant Skal Labissière. Bon, on fanatique, monsieur. Et donc, quel est le point commun qui existe entre Skal Labissière, Jovenel Moïse, le 58e président haïtien, qui est actuellement au pouvoir, Dany Laferrière, de son vrai nom. Pourquoi le vrai nom Dany Laferrière? Non, toujours connais le nom d'auteur là. Windsor Kleber Laferrière. Laferrière, OK. Windsor. W-I-N-D-S-O-R. OK. Kleber Laferrière. Kleber avec un K. Donc Windsor, donc M. Tado a quelques origines en Angleterre là. On connaît. OK. Il est né le 13 avril 1953 à Port-au-Prince. Il est écrivain. Il est élu en 2013 au fauteuil numéro 726 à l'Académie française. Et l'autre personne, c'est Evans Nicolas, notre invité du soir. Donc, quel est le point commun qui existe entre Skal Labissière, Jovenel Moïse, Dany Laferrière et toi? Bon, là, ma prends chance, même une seule certitude. Je connais Skal Labissière, t'es Collège Canado-Haïtien. Donc, pour Jovenel Moïse et Dany Laferrière, je ne connais pas, même. Ou même, vous connaissez. Je connais, vous avez dit, je connais deux là-dedans. Deux là-dedans. Donc, bon, ma partie sur Collège Canado-Haïtien. Eh bien, effectivement, vous avez tous les 4 fréquenté le Collège Canado-Haïtien dans votre cursus académique. Ah, donc président du Canada, tout. Ou qu'un président de maître. Ah, mais on ne va pas faire politique, peut-être ça me va. À l'Académie française. Peut-être. L'Académie de basket, bien que. Enfin, je me connais. Voilà. C'est une question de technique. En tout cas, en tout cas, transparence permet moi gagner information ça. Dany Laferrière est président actuel là, OK. Voilà, Skal Labissière et toi. OK. Bien. Satisfait de ton transquiz? Ah oui, bon, parce que moi réussi quiz là et puis m'apprendre encore, donc c'est encore moi pas oublier banane pouillac là. Ah, banane pouillac là, faut pas oublier. On connaît président actuel là et Dany Laferrière de Canada. C'est pas trop grand monde. Ah oui, c'est pas trop grand monde des cas croisés. Et puis papa on a l'ingénieur t'es ambassadeur. Il était ambassadeur au Maroc. Et puis il était ministre de l'agriculture, tout à fait. OK. Et en fait, il était diplomate des Nations Unies. OK. Elle était au Maroc, OK. OK, c'est pas ambassadeur. Voilà. Et la dernière partie de l'émission, on va dire merci à notre logo de Transquiz.
maintenant, on va passer au conseil de lecture. Nous avons un petit logo aussi, on va essayer de le voir. J'espère que notre technicien là. Le conseil de lecture ou les conseils de lecture de transparence. Pourquoi des conseils de lecture? Parce que nous avons décidé dans cette émission d'encourager les gens à lire. Nous demandons toujours à nos invités de donner des conseils de lecture. Ces conseils peuvent être n'importe quoi. Ça peut être une fiche technique. Comment pour monter, même pour faire acheter. Ok. Et Liboyo Magazine. Ok. Et les derniers articles qui sortent dans tel journal. Ou bien lire un bouquin. Donc, on demande toujours à nos invités de donner un ou des conseils de lecture à nos téléspectateurs. Comme ça, pendant cette semaine, pendant qu'il n'y a pas de transparence, ils pourront s'occuper. Ok. Alors, quels sont tes conseils de lecture pour cette semaine? Mes conseils de lecture, donc, m'ka commencer par dernier roman que me lis là, qui est les Ne m'appelle pas capitaine. Ne m'appelle pas capitaine. Ah ouais, de Lionel Trouillot, qui est un excellent. De toute façon, je parle parce que je suis aussi un fan de Lionel Trouillot, mais c'est quand même quelqu'un, je pense que ça s'est un peu amplifié encore plus quand je suis arrivé à l'étranger, que quand je le lis, je me sens à Port-au-Prince, je me sens chez en toi. Haïti, et donc ce roman-là, effectivement, nous peint deux franges de la société haïtienne, la bourgeoisie, l'élite. Ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas capitaine. Ne m'appelle pas capitaine. Ouais, Très bien. Une frange de la bourgeoisie et un quartier plus populaire, le monde d'Édé. C'est le rencontre de ces deux mondes-là qui est une histoire assez passionnante à découvrir. Parfait. Donc là, c'est ton premier conseil. Tu en as plusieurs? Où j'ai deux autres. Oui, très bien. L'autre, c'est L'âge du tigre. L'âge du tigre. Ouais, de Michel Souka. Ah, tu as choisi que des auteurs haïtiens, si je comprends bien. J'avoue, ces derniers temps, je lis que des auteurs haïtiens. Mais il y en a tellement. Et il y en a de toute façon, tellement, et il y en a choix. d'autres que je découvre. Donc il y a Michel Souka. Il y a L'âge du tigre. L'âge du tigre. Ouais. Et donc ce bouquin-là, c'est très intéressant. C'est pour ceux qui savent pas. Donc Michel Souka, c'est un historien haïtien qui parle autant de l'histoire contemporaine, mais aussi d'Haïti depuis sa création, la République d'Haïti. Et donc ça, l'âge du tigre parle plutôt de la période début XXe siècle, et plus particulièrement de la période d'Anténor Firmin, qui voulait devenir président. Qui indirectement, à l'époque, il n'y avait pas le suffrage universel, il fallait être député d'abord, et après et se faire élire par ses pairs. Et donc l'histoire tourne autour de cette période-là, et pour montrer que le combat qu'il y avait eu à l'époque entre l'intellectuel Anténor Firmin et toute la classe et le reste et la classe politique de l'époque qui n'a rien à envier, je peux dire. Le jeu à ceux d'aujourd'hui. Okay. Et il y a juste une phrase, j'espère que je vais bien me le rappeler, qui m'a interloqué dans ce livre-là, et qui disait, l'un des personnages du livre qui parlait à Firmin, qui disait pauvre Firmin, toute sa science ne lui a pas appris qu'un peuple plongé dans l'ignorance et la misère s'accommode des dirigeants qui le ressemblent et non de ceux qu'il mérite. Ah oui. Donc en gros, nous même s'assembler nous. Voilà. Et ça ne méritait nous pas faire effort. Nous pas choisi autant une fois. Donc c'est vraiment une histoire. En gros, qui se ressemble, ça semble. Voilà, c'est presque ça. Mais non, ça ne veut pas dire que on ne doit pas faire l'effort. Les prochaines fois de se doter des meilleurs. Ouais, voilà. Et donc l'idée, c'est ça, c'est ce livre-là, je pense que moi j'aime beaucoup l'histoire d'Haïti. Je pense que quand on était à l'école, on étudiait entre guillemets l'histoire pour réussir les examens. Oui, c'était beaucoup de par cœur. Ouais, voilà. Là, je prends le temps de lire des bouquins de l'époque, du 19e siècle, du début du 19e, de comprendre. Et quand on lit ces bouquins-là, on comprend beaucoup de choses d'Haïti actuellement. On se rend compte malheureusement que beaucoup de choses n'ont pas changé. Ouais, et parfois c'est pénible, mais je pense que mieux vaut savoir ce qui s'est passé. Où tu étais. Où on était et pour comment se positionner maintenant. Donc le second, c'est L'âge du tigre. Et le troisième, c'est de Louis-Philippe d'Alembert. Ah oui. Ouais, c'est de Louis-Philippe d'Alembert qui c'est un livre sur les Juifs. C'est comment les Haïtiens les Haïtiens ont accueilli les Juifs à l'époque
l'accueil que les Haïtiens ont apporté. Et puis, en même temps, ça expliquait l'hospitalité des Haïtiens à cette époque-là. C'est une famille aussi haïtienne au cours de la Seconde Guerre mondiale. Qui a Avant que les ombres s'effacent. Avant que les ombres s'effacent. Ça, c'est le titre de ce bouquin-là. Franchement, c'est toute une description de la société haïtienne de l'époque, c'est-à-dire, mais en arrière-fond de cet accueil des Haïtiens qui ont accueilli plein d'Européens qui étaient dans... Donc ça parle de l'hospitalité haïtienne. De l'hospitalité haïtienne, mais aussi la société haïtienne de l'époque. C'est ce qui est bien avec ce livre-là. Il y a un double aspect qui montre le côté accueillant de l'haïtien, mais aussi qui est une image vraiment à l'instant T de cette société. Et franchement, ce livre-là, Avant que les hommes s'effacent, c'est assez intéressant. J'ai eu l'occasion de le présenter avec Monsieur Magadelva au consulat il y a 2 ans avec l'auteur. Et c'était très intéressant de partager ce moment-là et de rencontrer aussi d'Alembert à ce moment-là. Et j'invite vraiment les gens à découvrir cet aspect d'Haïti. Souvent, c'est parmi les choses, il y a même une question sur Haïti, je connais, qui est sur ce bouquin-là. Okay. C'est aussi pour inviter les gens à découvrir ces histoires-là aussi qu'on veut faire ressortir. Et parfois, on pense qu'il y a que du mal qui vient d'Haïti, mais c'est pour montrer aussi qu'on a un peuple accueillant et qu'on a des choses positives qu'on a déjà fait dans l'histoire et aussi qu'on peut faire des choses positives encore. Donc j'invite les gens à aller lire ce bouquin-là Avant que les hommes s'effacent pour découvrir encore plus Haïti. Très bien. Je te remercie, Evans. Est-ce que tu as un dernier mot des gens à saluer? En tant que bon Haïtien, en général, on a toujours des choses à... un petit bonjour à envoyer. J'avoue, c'est difficile de saluer des gens. Bon, sinon, je vais oublier. Ouais, je vais en oublier. Je reste juste sur l'ensemble des membres de l'association Évolution d'Haïti, qui travaille avec moi sur ce rêve, je peux dire, de contribuer à aider Haïti. Et j'espère qu'on pourra apporter notre pierre, comme j'avais dit, à l'édifice, et puis pourquoi pas contribuer à un projet majeur avec d'autres structures dans la communauté. C'est vraiment ça aussi un rêve que je partage avec les autres membres de l'association, d'avoir un impact et de se sentir utile. Très bien, je te remercie beaucoup. Donc le titre de cette émission de ce soir, enfin le sujet traité, c'était comment Haïti peut-elle répondre aux besoins professionnels de sa jeune population, et j'espère qu'on a répondu à la question. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir de t'avoir sur le plateau de Transparence. En tout cas, merci beaucoup, Pradel. Merci pour l'invitation. C'était un honneur de participer à l'émission. Et puis, j'espère que ça va continuer et ce sera toujours un plaisir de regarder l'émission. Eh bien, merci. Donc, rendez-vous très, très bientôt dans Transparence sur ce plateau, évidemment, toujours sur H-Live. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et au regard de cette émission. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Donc, rendez-vous très, très bientôt pour une nouvelle émission Transparence. Cette émission Transparence était offerte par le magazine Boyo Magazine, par l'émission Boulevard du Compas, par l'artiste Whitson Amos et également par Ozanana Restaurant. Merci à vous d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.